Bonjour et bienvenue sur Sport Talk. Aujourd'hui, un nouveau format, un format interview qui sera plus une discussion avec Grégory Mallet. On va revenir sur ses débuts, sur les moments marquants de sa carrière, également sur sa reconversion dans la préparation mentale. Et je pense vraiment que ça va être une discussion intéressante, donc je vous dis à tout de suite. Eh ben Greg, bonjour. Salut. Du coup, je voulais qu'on fasse cette petite interview pour parler un peu de toi, que ce soit ta carrière, que ce soit un peu ta vie et aussi ta vie après ta carrière. Donc, ça peut être intéressant. Je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu fais en ce moment. Alors, ma vie en ce moment, elle se résume à l'accompagnement en préparation mentale avec principalement des sportifs de haut niveau et de temps en temps dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est une reconversion qui a tardé suite à mon arrêt de carrière en 2017. Donc, j'ai mis un peu de temps à savoir dans quel environnement je voulais évoluer. Et on pourra revenir dessus, mais la préparation mentale, c'est quelque chose qui s'est un peu proposé à moi. J'avais ce truc en moi qui était un sentiment de légitimité dans ce domaine. Ok. Et donc, je me suis orienté là-dedans avec des formations. Dans ta carrière de nageur, tu as dû faire un peu de préparation mentale. Donc, on va y revenir. Mais pour Ouais. parler de ta carrière, on va commencer par les débuts. Et début alors. C'était quoi tes premiers coups de bras? C'était où? Donc, j'ai grandi en Guyane Hmm, française. Dans un premier temps, je suis arrivé à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans en Guyane. Et j'ai commencé à nager, j'avais à peu près 6 ans. ok. Voilà. Pour la petite anecdote, mon père, en fait, avait un peu d'aquaphobie et donc il est allé dans un club privé pour réapprendre à avoir confiance. J'ai appris à nager en même temps que mon père se familiarisait à nouveau avec l'eau. Finalement, on s'est retrouvé au même endroit à apprendre à nager. Donc à 6 ans, et après j'ai commencé la compétition au club des Mega Aquarius. En fait, j'ai été l'un des premiers nageurs du club des Mega Aquarius en Guyane, puisque ce club a été fondé avec l'un des entraîneurs, Hervé Viton, avec Myrto Mandé, François Mandé. À l'époque, il a été fondé en 1990. Et après, j'ai évolué au club de USLM Pacoussine, Hmm, toujours en Guyane, où a émergé des nageurs, nageuses comme Malia Metella, Mehdi donc, t'es Metella, là. voilà. Donc ça, c'était le premier parcours En Guyane, en après, t'es Guyane. parti en Martinique. Et après, je suis parti en Martinique, voilà, à l'âge de 11 ans. Et à l'âge de 11 ans, je suis arrivé au Longvilliers Club. Là, ça a été aussi une expérience nouvelle, arrivé dans l'adolescence et continuité un peu de la passion de la natation Hmm, avec le Longvilliers. Et j'ai découvert surtout, voilà, à 12-13 ans, ce que ça pouvait être l'investissement dans un sport pour pouvoir atteindre des objectifs qui pouvaient me faire rêver. ouais. Pour l'anecdote, j'ai découvert ce que c'était les Jeux Olympiques à 12 ans. Je savais pas ce que c'était avant. Quand j'avais 12 ans, je regardais les Jeux à la télé d'Atlanta, 96, et je m'étais dit, moi, incroyable ce truc. Ça a l'air vraiment sympa. Il y a que des gens que j'admire qui sont à la télé, donc ça devenait tranquillement une espèce de rêve dans ma tête, voilà, à ce moment-là. Et puis, à l'âge de quasi 15 ans, mes parents souhaitaient rentrer en métropole. Et donc, on s'est installé à Rouen. Avec le club des Vikings de Rouen, très populaire. Ouais, exactement. Club qui a un bel historique et où est sorti pas mal de nageurs, dont Stéphane Caron, Mm. médaille olympique, et de ma génération, Fabien Gillot. Il y a quand même une ADN de haut niveau dans ce club et qui était formaté pour le sprint à Oui, l'époque c'est vrai. et qui est allé vers l'eau Demi-fond, libre, l'eau libre, voilà, après, c'est assez demi-fond, eau marrant, libre. Ouais, petite pensée pour Éric Boissière qui nous a tellement. formés plutôt dans le sprint Mm. et c'est là au fur et à mesure, ça s'est orienté vers le demi-fond. Je suis arrivé à 15 ans à Rouen pour faire la suite de ma carrière et vraiment commencer le haut niveau à ce niveau-là. Ok. Voilà, Mais après, t'as été plus au côté de Talence, t'es parti un peu vers Bordeaux, après, non? exactement. En fait, à mes 18 ans, 18-19 ans, mon père se fait muter à Bordeaux. Mm. Et à l'époque, je souhaitais quitter Rouen. J'ai vécu des super années club là-bas. Mm. Mais la ville en soi, alors les Rouennais sont très gentils, mais c'est juste que tu peux imaginer que d'arriver dans un environnement où tu as grandi dans les dom-toms et tu vis dans un environnement comme la Normandie, Ouais. où le soleil arrive 2-3 fois par an, tu vois, enfin, et je sentais une espèce de mal-être interne, Ou et un peu plus, de morosité, quelque chose ouais, un peu gris dans ton exactement. quotidien. Et sans la natation et sans l'équilibre sportif, je m'épanouissais pas vraiment là-bas. Ok. Donc, l'idée de partir sur Bordeaux et de rejoindre le pôle espoir à l'époque au Crêpes de Talence était un but pour moi. J'y ai fait 2 ans.
Ok. 2 ans après, je suis monté au Racing Club de France Mm. à Paris. Moi, j'ai vu ça. Je savais pas, j'étais pas au courant que t'étais Ouais, passé. bah, j'ai fait pas mal d'endroits Ouais. finalement pour m'entraîner jusqu'à donc le Racing jusqu'à mon entrée en équipe de France en 2005. Alors j'avais déjà fait en amont des équipes de France Ouais. jeunes, Mm. juniors, Comen, Euro Junior et tout ça. Mais mon entrée en équipe de France, donc on va dire senior 2005-2006 avec Budapest, les championnats d'Europe. Et là, j'ai décidé après ces championnats d'Europe on avait les championnats du monde en 2007 qui ont suivi 6 mois après. Mm. Pas un an après parce que c'était en Australie à Melbourne. Et pour eux, l'été, c'était l'hiver pour nous. Ouais. Donc c'était des championnats du monde au mois de mars. Et à rentrer de ces championnats du monde 2007, j'ai voulu partir et rejoindre le club du CN Marseille parce qu'à ce moment-là, il y avait Frédéric Bousquet et Fabien Gillot avec qui je m'entraînais à Rouen. Que t'avais connu à Rouen et du coup, t'as Ouais, aussi les personnes qui étaient un peu en haut de l'affiche à ce moment-là. exactement. Romain Barnier qui venait de devenir entraîneur. Il y avait un nouveau projet à Marseille qui se lançait avec comme fer de lance Fred et Mm. Fab. Et donc, je suis descendu à Marseille en 2007 T'es et a resté commencé, 10 ans au final. ouais, 10 ans, Ça t'a exactement. fait une bonne partie de ta carrière là-bas. Exactement. Là, en fait, on va dire que ma grosse carrière internationale a été faite avec Marseille. Et donc, il y a une super aventure humaine sur laquelle on pourra revenir. Du coup, ton passage à Marseille, il est quand même assez long. Tu rejoins une équipe de sprinters, ce qui avait déjà été un peu le cas à Rouen, hein, c'était un peu cette écurie sprint. Et Marseille, ça l'était aussi. Il n'y a pas trop de demi-fond hein, à Marseille. C'était pas trop réputé pour ça. On n'avait pas assez de patience, je crois. Qu'est-ce que ça fait aussi de nager avec des gens qui sont concurrents? C'est-à-dire que à Marseille, quand même, vous êtes à certaines années aussi beaucoup à Mm, être sur les mêmes distances. On mm, sait que en équipe de France, pour les places individuelles, il y a 2 places. ouais. Donc forcément, vous allez vous affronter, même si vous allez vous retrouver sur des épreuves de relais et encore là, il y a encore de la bagarre parce qu'il n'y a pas que vous. Ouais. Comment ça se passe de s'entraîner avec ses adversaires et d'aller en compétition contre et avec ses coéquipiers? Je pense que Romain, à l'époque, Barnier, qui a mis en place un peu, avec tout le staff de l'époque à Marseille, cette volonté de rassembler beaucoup de sprinters au même endroit, c'était un parti pris de se dire on met des gens avec un gros ego Mmh. ensemble et on voit ce que ça donne. Et c'était un peu la culture aussi américaine que lui Exact. ramenait Ouais. de Auburn, là où il s'était entraîné avec Fred d'ailleurs. Mmh. À Auburn, où il s'était entraîné avec Fred et avec Xavier Marchand, qui est Exact. le père de Léon. Ouais. Du coup, il ramène cet état d'esprit à Marseille et nous, les nageurs français, on sait qu'à ce moment-là, on commence à devenir très compétitif sur le plan international en Mmh. sprint, notamment avec Alain Bernard qui commence à faire des résultats internationaux très intéressants, Fred qui avait déjà eu un record du monde, qui avait Totalement. déjà brillé sur le plan international, le relais français qui avait déjà été médaillé en 2003, Laure qui gagne aussi à En l'international et qui 2004, devient ouais. Un fer de lance. voilà, exactement, une figure emblématique de la natation française. Et on se dit, quel est le meilleur moyen de pouvoir performer et de s'entraîner vers le haut? C'est Mmh. de rassembler les meilleurs au même endroit. Tous les meilleurs sprinteurs français n'étaient pas à Marseille, mais une grosse partie l'était. Totalement. Et donc ça permettait justement d'être en concurrence directe et de savoir partager ses outils avec les meilleurs, qui Mmh. étaient accessoirement tes amis, tes collègues d'entraînement et tes adversaires. Mmh. Donc, Une triple casquette qui peut être compliquée, hein, compliqué, parce que comme je t'ai dit, il y avait des gens qui avaient un ego surdimensionné, mais c'est un peu la caractéristique du sportif de haut niveau, c'est d'avoir Totalement. cet ego un peu surdimensionné qui nourrit aussi la motivation. Et donc on avait cette concurrence interne qui était déguisée sous forme d'amusement, on se chambrait beaucoup, on était très, très grande gueule, Ouais. on était de toute façon, toi tu le sais parce que tu l'as vu extérieurement Mmh. tout au long de ta carrière de nageur, et ça serait intéressant d'ailleurs que toi, plus jeune, on a 10 ans d'écart, mais 10 ans d'écart, mais quand tu es arrivé sur la scène internationale et même nationale en métropole, de savoir comment tu voyais le Cercle des nageurs de Marseille, parce que je sais qu'extérieurement, ça pouvait paraître un club un peu insolent, entre guillemets. Bah, totalement, c'est exactement le mot que j'allais te dire, c'est un club insolent. Quand je suis Ouais, arrivé, en plus, c'est-à-dire que tu fais pas ta propre idée, c'est-à-dire que tu arrives et tu te fais ton première idée par rapport à ce que les autres disent. Et clairement, le CN Marseille, c'était le club insolent, les gens un peu prétentieux, qui se regardaient que eux et qui se ouais, trouvaient ouais. beaux. Et Ça me fait après, rire, ça me fait rire parce que c'était une époque où on cultivait un peu ça quand même. ouais, j'ai l'impression aussi que Ouais, vous en jouiez un peu, que vous ouais, étiez, vous étiez un peu partie prenante de ça, oui. et que ça vous servait aussi sur l'aspect sportif. Alors on était partie prenante parce que ça nous servait sur le côté sportif. Euh, le but de cette attitude collective, c'était d'avoir ce sentiment d'appartenance à ce groupe qui était
fait d'une bonne animosité Mm. et une espèce de testostérone plus, parce que même les filles qui faisaient partie de ce groupe, qui étaient moindres que les garçons, mais avaient cet état d'esprit très masculin qu'on avait, nous, un peu grande gueule, un peu chambré, un peu... Ou en tout cas, on n'a pas eu on n'a pas eu de mal justement à vivre en communauté tous ensemble. On était plutôt heureux d'être tous ensemble. Et Ouais. d'ailleurs, aujourd'hui, des années après, quand on se revoit, on fait toujours une espèce de petit clan parce qu'on sait très bien qu'on a vécu des expériences humaines qui étaient particulières. Mais ça, c'est particulier à chaque club. Chaque Ouais. club vit ses expériences Mm. humaines pour ramener les sportifs au meilleur épanouissement. Nous, c'était de cette façon-là. Il y a des gens qui sont passés par Marseille qui ne se Correspondait sentaient pas. pas à Ouais. l'aise dans cet état d'esprit-là, qui sont repartis, Mm. et d'autres qui auraient bien aimé venir, mais qui sont pas venus. Et donc, je pense que c'était, comme tu dis, un parti pris. Ça nous a servi. Mm. Ça a pu peut-être nous desservir à un moment donné, mais nous, ce qu'on en retient, c'est que on avait besoin de ça les uns les autres pour pouvoir se sentir compétitifs et ça nous rassurait. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est ma vision de la chose, mais je savais que sur 8 finalistes du 100 mètres nage libre au championnat de France, tu avais en moyenne 6 Marseillais. Totalement. Ouais, c'est à peu près la stat Donc, que j'avais donnée. Ouais. ouais, tu avais en moyenne 6 Marseillais. Et sur les 6, tu avais l'impression de... Enfin, moi, je me sentais pas seul, en fait. Ok. Donc tu partais au combat et tu sais que tu allais avoir ta place avec tes copains, mais fallait être le mieux placé possible, mais que tu allais être content parce que tu allais vivre encore un truc avec tes potes, quoi. Mm. C'était un peu ça. Il y avait ce truc peut-être aussi de s'assumer pleinement, c'est-à-dire de ne Mm. pas avoir peur du regard des autres, parce que vous étiez dans un cercle où justement vous cultiviez votre propre psychologie en interne. Donc il y avait ce truc où un peu vous vous assumiez totalement. Il y a aussi un autre aspect, c'est que vous étiez assez nombreux et avec forcément des niveaux qui étaient très intéressants au niveau national et même au niveau international. Vous étiez suffisamment nombreux à ce niveau-là pour continuer votre aventure de club en équipe de France. Là où peut-être dans d'autres clubs, il n'y en avait qu'un ou deux qui pouvaient aller sur ces équipes de France et continuer une aventure estivale avec ses copains. Vous avez quand même cette possibilité de faire toute la saison Mm. ensemble. Et d'ailleurs, on vous l'a peut-être aussi un peu reproché, ça faisait un peu clan Marseille en équipe de France. On en parlera, je te donnerai mon avis tout à l'heure, Oui, ça mais m'intéresse, puisque finalement, toi, d'un œil extérieur, tu pourrais en être le juge. Oui, c'est vrai que ça faisait, ça pouvait faire clan. C'était pas notre volonté première de faire ce clan et de se dissocier d'une équipe de France parce qu'on était, je parle au nom des autres, mais je pense qu'on était tous très fiers de porter le mm, bonnet de l'équipe de France et on était surtout très contents de retrouver les autres nageurs français. Ça peut paraître bizarre, mais alors là, c'est très perso, mais moi, d'un point de vue perso, j'étais hyper content de pouvoir partager notre connerie marseillaise avec les autres nageurs de France, tu vois. un peu contaminer les autres, quoi. Ouais, Ouais, t'essayes de te dire, ben, on a 15 jours, 3 semaines à passer ensemble, comment on va pouvoir déteindre, tu vois? ouais, C'est pour devenir un peu une équipe de France un peu fofolle. ouais, Mais certains adhèrent ou pas, mais on avait ce besoin de, de- d'être un peu voilà, différent et de sortir aussi de ces codes de la natation qui étaient très fermés. Enfin, le nageur est très concentré dans sa bulle. Déjà que le nageur, c'est un sportif qui est un peu solitaire dans la mm, pratique, puisque à part être au mur, respirer et échanger avec le coach ou avec les copains, alors surtout quelqu'un comme toi qui a fait du demi-fond plus qu'un sprinter, ouais, mais t'as pas de moment où tu échanges beaucoup et tu parles. ouais. Donc, les moments de vie en club se passent aussi en dehors et tout ça. Donc on avait ce besoin-là et on était content de le partager. On avait besoin de faire de la natation un sport un peu plus chaud Ouais. qu'un sport trop... Encore une fois, basé un peu sur le modèle américain, où il y a vraiment ouais, cet esprit d'équipe qui est beaucoup plus forte. oui. Après, eux, ils ont aussi un championnat universitaire qui s'y prête, donc c'est un peu différent. Et pour en revenir justement, moi j'ai toujours eu ce truc, en tout cas on m'a toujours dit, le clan Marseille en équipe de France. Et C'est vrai que le clan Marseille, c'est vrai que c'est ouais, ressorti beaucoup. ouais. Ouais. Et Ouais. en fait, aussi étrange que cela puisse paraître, moi, je me souviens de ma première équipe avec les seniors, c'était en petit bassin. L'une des premières personnes et qui pourtant j'ai un immense respect encore aujourd'hui pour Fabien Gillot, mais même en dehors de ça, j'avais vraiment peur de lui parler parce que pour moi, voilà, c'est une légende. L'une des premières personnes en fait qui a fait un selfie avec moi, même de façon totalement pas préparée, ben, Mm. c'était Fabien et il m'a tout de suite mis à l'aise.
Et j'ai vraiment remis un peu en question cet aspect Marseille un peu, parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient accessibles, mais il y avait surtout un bon état d'esprit avec le fait d'inclure tout le monde et c'est pour ça aujourd'hui que tu es là. C'est parce qu'en fait, dès mes débuts, tu m'as tout de suite mis à l'aise et ça, c'était vraiment intéressant. Après, en tout cas, on a essayé, je pense, collectivement, à chaque fois progressivement, d'intégrer les nouveaux en équipe de France, comme nous, Mmh, quand on est arrivé. Moi, par exemple, quand je suis arrivé en équipe de France, bah, des mecs comme Fred, Fab, qui était, même si on a le même âge, mais Fab est arrivé 2 ans avant moi en équipe ouais, de France, et donc tout de suite su intégrer les nouveaux de façon saine, ouais, voilà. Et donc c'était toujours sur le ton de l'humour. Oui, on chambrait, mais on respectait. Je pense qu'en tout cas, on essayait de respecter l'individu au maximum et de qu'il se sente à l'aise pour être performant. Parce que OK, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait une notion de performance à la fin qui représente le drapeau, quoi. totalement. Et donc, je trouve que, tu vois, c'est marrant quand tu dis qu'il y a, quand t'es arrivé, un mec comme Fab et tout, en fait, il était, t'avais peur de lui adresser la parole peut-être, mais il a quand même été spontanément là pour prendre un selfie avec toi et Totalement. tout ça. Ça montre bien que l'image qu'on a des gens n'est pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Et derrière les athlètes, si on prend le cas de Marseille ou même d'autres athlètes, ça reste des êtres humains Mmh, qui ont parfois leurs croyances, parfois leurs limites mentales, parfois leur force mentale. Et donc, ils essayent aussi de jouer avec ça pour eux être performants. Donc, extérieurement, ça peut paraître fermé, certains peuvent paraître hyper extravertis, mmh, mais au fond, tu ne connais les gens que quand tu leur adresses la parole et que tu leur parles. et que tu es avec eux au Donc, quotidien, pour mais, véritablement voir, qui ils sont. mais exactement. Et puis, tu vois, moi, si je me mets dans la posture extérieure au dauphin du TOEIC, Mmh, quand j'étais gamin, moi, mes posters dans ma chambre, c'était des nageurs du TOEIC en ouais, majorité, tu vois. Des gens comme Xavier Marchand, Solène Figues, enfin, OK. il y avait d'admiration sur ce club, le Dauphin du TOEIC, qui est historique et qui a une histoire de groupe et d'équipe très forte, qui, je pense, dépasse Marseille sur la natation, forcément, mais nous, ça a été sur un laps de temps finalement court par rapport à l'histoire du cercle des nageurs de Marseille. Quand on voyait le TOEIC arriver et que nous, on était en minibus et que vous avez des cars et des bus, on se dit, moi, d'un œil extérieur, quand j'avais 16, 17 ans, que je voyais le TOEIC, tu te dis, il y a que des bons nageurs. Mmh, Et d'avoir fait l'effet inverse avec Marseille et de se dire, ben, finalement, on est dans la peau de ceux qui sont regardés, c'est marrant aussi de ouais, ouais. vivre comme ça. Donc c'est sûr que tu prends le cas de Marseille où on avait notre enceinte au bord du bassin et qu'on était l'une des premières équipes il y a 10, 15 ans de ça à mettre la musique à fond Mmh, et presque à embêter les voisins, quoi. ouais, Mais, ouais. on voulait pas embêter les voisins, on voulait juste nous se mettre dans notre bulle en fait. Mais c'était encore une fois pour amener cette dimension ludique à la compétition. Voilà. Et c'est ce qui a marché, je pense aussi, hein. C'est grâce à ça, c'est à cette mentalité-là que ça a donné des résultats. On parlait beaucoup de l'équipe de France et j'aimerais bien revenir sur toi, ton parcours avec l'équipe de France, parce qu'on sait que sur la scène internationale, forcément, il faut passer par l'équipe de France pour avoir accès aux championnats d'Europe, du monde ou aux Jeux olympiques. Toi, ça a commencé en quelle année? Donc les seniors, on va pas prendre les juniors, mais Ouais. en 2006, championnat d'Europe 2006 à Budapest. Donc je rentre dans le 4x100 et 4x2 à ce moment-là. Première équipe de France, on fait médaille de bronze au 4x100. Petite dédicace à Fred Bousquet. C'est qu'aux sélections à Tours, euh, il me bat d'un centième en finale. Mmh. Et au relais, je nage plus vite que lui le matin. Donc je le sors de la finale. OK. Hein. Et quand t'es Greg Malek, tu viens d'arriver en équipe de France et que tu sors Fred Bousquet, Ça fait quelque bah chose. ouais, ça fait quelque chose. Parce Mmh. qu'en fait, tu te dis, bah, vas-y. À ce moment-là, ça va, j'ai pas mal assuré sur cette finale. Ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs dans mes relais équipe de France jusqu'à un certain moment, mais à ce moment-là, j'avais assuré. OK. Et on avait un relais qui nous a fait permis d'être médaillé de bronze et donc de se qualifier au championnat du monde en 2007, 6 mois plus tard, à Melbourne, où on refait médaille de bronze d'ailleurs au championnat du monde. Mais moi, par exemple, mon entrée en équipe de France, elle a souvent été par la porte des relais, Mmh. parce que j'ai été, pas victime, mais tributaire d'un niveau français du sprint, enfin du sprint français qui était tellement fort que de faire partie des 4, des 5, des 6, c'était déjà sur la scène internationale important. Mais tu arrivé au pire moment pour, rentrer Mais en équipe de France. Tu arrivé à une époque où, enfin, c'était les grands noms ah non, du mais sprint c'était français incroyable. et mondial, enfin vraiment, c Incroyable. Tu te retrouves en fait à te battre et à essayer d'avoir ton meilleur niveau pour être dans les meilleurs Français, mais tu sais que si tu rentres, tu es potentiellement médaillable avec un relais. aussi, Donc c'est ça, ce double aspect qui est intéressant. c'était hyper intéressant.
Après, peut-être qu'on y reviendra, mais j'ai eu 2 carrières moi, enfin, sur le plan mental, j'ai eu 2 carrières. J'ai eu avant 2010 et après 2010. Ok, 2010, c'est l'année où je ne me qualifie pas au championnat d'Europe, je fais rien, je fais que des contre-perfs. Et il y a eu l'année, en fait, avant 2010, c'était sans prep mental, après 2010, c'était avec prep mental. ok, J'avais quand même un beau palmarès et donc avec les relais, et donc j'étais arrivé à être un relayeur de l'équipe de France sur 2 3 ans, dont aux Jeux Olympiques de Pékin, mes premiers, où j'obtiens avec le relais 4 x 100 la médaille d'argent, qu'on ne vit pas très bien à ce moment-là d'ailleurs collectivement. C'est une médaille d'argent qui a une saveur de défaite. Maintenant, aujourd'hui, elle est belle, hein, mais à l'époque, vraiment pour recontextualiser, on était, franchement, on était bien plus fort on avait Alain, on avait Fred, on avait Fab, Maury, moi, Boris. Enfin, on avait un relais qui était hyper fort parce que dès les séries du matin, sans Alain et sans Fab, on bat le record d'Europe. hmm, Enfin, on était très fort. Et on voulait, on devait, on voulait gagner cette finale. Le destin a fait que, je sais pas, Michael Phelps a dû avoir sa bonne étoile. Il a annoncé 8 médailles d'or, il les a faites. On aurait pu dès le premier jour casser le truc, mais on n'a pas réussi. Mais mais voilà, c'était une aventure incroyable où finalement ma première expérience olympique, je repars avec une médaille, mais sans le sourire. Et ça, c'était bizarre. ouais, je vois. Parce qu'en plus, c'est un accomplissement quand même de carrière, une médaille olympique. Mais tu me l'aurais dit 2 ans avant, un an avant, tu m'aurais dit, écoute, dans un an, tu reviens avec une médaille. Je t'aurais dit, ouais, c'est cool, moi je peux arrêter après, tu vois. Ouais, Mais ça s'est pas passé comme ça dans ma tête et surtout, à ce moment-là, j'avais un devoir vis-à-vis du collectif qui était, enfin, j'avais pris à cœur ce devoir collectif et je voulais vraiment aider l'équipe de France à être à un meilleur niveau hmm, sur le plan collectif relais. Je pense, avec du recul aujourd'hui, que j'ai fait un sport individuel, mais avec un tempérament de mec très collectif, quoi. ouais. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas, est-ce que c'est mon tempérament qui est comme ça ou comment j'ai été éduqué au sport euh, aux Antilles-Guyane. Hmm, Les compétitions, c'était des fêtes. Il ouais. y avait beaucoup de collectifs. Tu avais l'impression que c'était le carnaval à chaque fois qu'il y avait une compète. Il y avait des michouis. Enfin, tu avais cette dimension collective que j'ai pas retrouvée en métropole. Et Hmm, donc, j'ai grandi dans un sport individuel en le faisant très collectivement. Les stages, ce qu'on appelait les stages bloqués, où tu habites en Martinique et tu vas faire un stage bloqué en Martinique à 20 bornes de chez toi, mais tu rentres pas chez toi parce que tu restes, tu vois. ouais, Et donc, tu restes avec une équipe que tu vois tous les jours. Mais voilà, tu développes cette culture du collectif ouais. très famille, que j'ai pas retrouvé forcément quand je suis arrivé en métropole, mais ça a dû m'éduquer dans le collectif et pour la performance. Donc du coup, au-delà du fait que je faisais partie des meilleurs sprinteurs français à ce moment-là et que j'ai toujours réussi à faire ma place dans les relais, je me dis, ma mission devait plutôt être collective que individuelle. Et d'ailleurs, le peu de médailles internationales que j'ai gagnées en individuel, c'était des championnats d'Europe petit bain Hmm. ou, ou des coups du monde, je crois. J'ai fait un podium aussi. Enfin, Mais euh, t'avais quand même, ça donne beaucoup du relais. Et je pense même que ça te galvanisait un peu. j'ai Enfin, adoré. même à la fin de plus tard dans ta carrière, presque à la fin, enfin, tu fais aussi des sacrifices pour le relais Mm, en allant t'entraîner avec Yannick mm, pour justement faire que ce relais soit fort. Pas mm, que le relais, mais aussi. mm. Et ça, en fait, c'est super intéressant d'avoir cet aspect-là. Tu parlais du coup de après 2010. Qu'est-ce qui t'a emmené vers la préparation mentale? Quel a été l'élément déclencheur? Je le sais maintenant, mais à ce moment-là, je le savais pas. J'avais un gros sentiment d'imposture, d'imposteur. Je méritais pas, en gros, tu vois. Je me donnais pas le mérite de ce que j'avais. Et pourquoi? Ben, alors pourquoi? Parce que je pense qu'on vit dans un monde qui n'était pas différent il y a 30 ans de ça, sur le système éducatif, scolaire, où on te juge, on te note et on te donne une valeur en fonction de tes notes Hmm, et aussi en fonction de tes performances. totalement. Donc moi, je me retrouvais, scolairement parlant, très en deçà de la moyenne. Ok. J'étais plutôt à 8, 9, 10 que 12, 13, 14, 15, tu vois. Ok. Le 20, je t'en parle même pas. Et, Paradoxalement, dans la natation, tu étais plus proche du 20 que du 10. Et ça, et ouais, enfin, ouais, mais on tu lui donne pas vois, son crédit quand même. D'être aussi fort dans un sport, c'est une marque d'excellence aussi. ouais, mais le sport en France, il y a 30 ans, c'était un hobby. Ouais, C'était pas, tu vois, ça l'est toujours un peu moins maintenant, mais.
il y a, je vais te reciter. Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de toi où tu dis, je peux pas dire que la natation c'est mon métier, Ouais, parce que mais justement, je peux, ça voilà. ça me demande autant de temps qu'un métier, mais ça me rapporte autant que du bénévolat. Et effectivement, Mais culturellement, on n'a pas ça, on n'avait pas ça, on l'a peut-être de plus en plus, mais en natation encore en plus moins, mais on n'avait pas ça. Donc quand tu dis dans les années 90, début 2000, que tu fais de la natation à haut niveau, on te regarde et on te dit, mais mon fils aussi, il fait du piano le mercredi ouais. et du tennis le En fait, samedi, quoi. quel est ton vrai métier? Qu'est-ce que tu fais vraiment dans ta vie? Je te Exactement. parle pas de ton hobby, de ta passion, mais qu'est-ce Et que tu ouais, fais réellement? Ouais. exactement. Et donc, si tu veux, je pouvais pas me valoriser humainement parlant avec la natation. Ouais. Je me valorisais avec ce que j'étais capable de faire. Et puis, de toute façon, dans la vie, quand tu grandis, on t'inculque euh, le besoin de réussir, mais pas le besoin d'être heureux. Oui, Donc, comme on t'inculque le besoin de réussir, toi, tu passes ton bonheur par le résultat. totalement. Donc, dès que tu as une note, tu te compares à cette note ou tu te valorises par rapport à Mmh, cette note ou cette performance ou ce chrono. Mais ça fait pas ta valeur humaine. Ça, tu le comprends avec l'âge ou avec des gens qui t'accompagnent et qui te disent, attends, si tu es là, c'est qu'il y a une raison. mmh, Tu vois. Et moi, j'avais pas cette conscience-là et je pensais, curieusement, avant, j'avais pas envie qu'on compte sur moi. Pourtant, j'étais un relayeur. ouais, Et donc, souvent, j'étais, voilà, la cinquième roue du carrosse qu'on met de temps en temps quand, tu vois, et puis bon, j'arrivais à sortir une perf ou deux, mais je me suis quand même bien saboté quelques courses. OK. Tu vois, par exemple, les Jeux d'Athènes en 2004, j'avais 20 ans, et je rate à 8 centièmes Mmh, le relais, mais je sais très bien que j'avais pas la personnalité, le mental et le recul pour pouvoir aller chercher ces 8 centièmes. Peut-être qu'intrinsèquement, je les avais, ouais, mais, physiquement, mais tout ce qu'il y avait m- derrière, mais j'avais pas la tête pour le faire. Je ne pouvais pas me sentir capable d'y aller mmh, mentalement. Donc, il y avait ce côté où manque de légitimité et derrière, j'arrive aux Jeux à Pékin, je fais les championnats du monde à Rome en 2009, on refait médaille, je suis dans la finale du 4x100, je fais une moins bonne perf que le matin, mmh. donc je m'en veux et puis, le staff, tu sais, te regarde avec des gros yeux en genre, «Bon ben Greg, franchement, tu nous as un peu planté le relais». Enfin, tu OK. vois? C'était un peu ce ressenti que j'avais donc ça confortait mon sentiment d'illégitimité Surtout qu'en 2009, en fait, c'est l'avènement aussi des records à tout va avec les avec les combinaisons. combis là. Ah Donc en mais fait, c'était, on n'attend que des super performances et tu es dans un environnement de super performances. Donc si toi tu ah oui. contre-performes, Ah même un bah tout oui. petit peu, ça détonne énormément. Ah puis surtout que des mecs comme Fabien, moi, on avait des physiques où la combi c'était pas notre, tu vois? Ouais. C'était enfin, on les a enlevés. Derrière, nous, ça nous a pas trop handicapés, quoi. Mmh, Mais on est à une période de ma carrière où j'ai 25 ans, donc je suis quand même bien avancé dans ma carrière et j'ai une remise en question totale. Je rencontre Thomas Samut, ouais. qui est le prep mental à ce moment-là bah, pas de nageur, puisque je suis l'un des premiers, OK. avec qui il a bossé, je crois, en natation à Marseille. Hem et heu et aujourd'hui, ben, il bosse avec Léon, Ouais. en l'occurrence et d'autres bien sûr, Florent, tout ça, mais il a bossé avec beaucoup de nageurs du cercle et je rencontre Thomas et avec Tom, on vient déblayer un petit peu cette estime de moi que j'avais Mmh, besoin de trouver. Pas de retrouver, mmh, carrément de trouver ouais. et hem et donc l'année 2009-2010 arrive, on enlève les combis, on met les shorts. Donc c'était une année où il y avait des gros changements. Ça rebat toutes les cartes. Ça on a si tu veux, tu avais un noyau dur de la natation française qui était là et qui était dans une hiérarchie. Le fait d'enlever les combis, même sur le plan mondial, tu avais toujours ce noyau, mais c'était plus le même classement. Ouais, je vois. Voilà. J'adore prendre cette anecdote parce que ça fait rire certaines personnes qui écouteront peut-être. C'est que je faisais un peu la pastèque dans l'eau. Je sais pas si tu as mis une pastèque dans l'eau. Ça ne Non? flotte pas et ça ne coule pas. C'est OK. plein d'eau, donc en fonction de la densité et tout, mais c'est plutôt entre deux eaux, là, ça flotte, tu sais pas. Mmh. Et ben moi j'étais ça. Je savais pas si j'étais fait pour le haut niveau ou si j'étais fait pour arrêter là parce que j'avais quand même une médaille olympique, deux médailles mondiales, deux médailles européennes. Enfin, j'aurais pu arrêter là. Bah, ouais, c'est déjà une très belle carrière, ouais. C'était une belle carrière, Ouais. c'était ce que je voulais. Mais il y avait un truc au fond de moi qui était plus fort que ça. J'avais l'impression de ne pas m'être accompli comme j'avais envie. Et Mmh. donc je travaille, je travaille, je travaille. Championnat de France Saint-Raphaël 2010, qualification pour les championnats d'Europe. Normalement, c'est une balade de santé hein, à ce Normalement, moment-là. ouais. Et je me retrouve déjà qualifié septième au 200. Alors c'est une année où je décide de monter au 200 et de moins faire 200 mètres. Parce que j'ai compris que de toute façon, sur le 100 mètres, il me manquait quelques petites choses et que Mmh. sur le 200, j'avais plus
intrinsèquement plus de choses à jouer Ouais. et Et aussi une marge de progression aussi par rapport aux une 200. vraie marge de Ouais. progression parce que, tu vois, à ce moment-là, ça parlera aux nageurs, mais je nageais une 50 au 200. C'était une 50, une 49,8, je nageais, voilà. Mm. Puis c'était des temps qui étaient, à l'époque, qui permettaient de pouvoir greffer un quatrième dans un 4x2. Enfin Ouais. bon, voilà. Et donc, j'arrive, je suis à la 7 et je me sabote tout seul la finale. C'est-à-dire que je pars, je sais pas pourquoi, et puis à 125 mètres de l'arrivée, je coupe les gaz. Mais tu sais, en mode, c'est pas ma place, je suis pas bien, je suis pas là. Ok. Ouais, et vraiment, je me sabote. Je touche le mur, je me donne raison, donc huitième, Mm. et donc pas de qualification. Et là, je sors et je fais le mec énervé, alors qu'au fond, tu sais que c'est de ta faute, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'avais pas envie de me battre. En fait, c'était la première fois où j'avais l'opportunité de me battre et de comprendre que je pouvais faire les choses pour moi, de le faire avec plaisir, avec, tu vois, sans le couteau sous la gorge, et vraiment. Et je l'ai pas vécu comme ça. Donc j'étais encore en mode pastèque, tu vois. Mm. Mais il fallait vraiment que j'aille toucher le fond. Et cette compète, elle m'a fait toucher le fond. Ok. Mais ce qui m'a fait vraiment toucher le fond, c'est quand tu passes le premier été chez toi depuis un certain moment Ouais. et que tu vois à la télé tous tes copains Mm. qui sont en équipe de France et qui font, à chaque fois qu'il y a une finale, il y a un Français qui fait médaille. Tous les relais sont sur les podiums. On parle que de ça. Camille, il fait son truc avec les cheveux, ça devient la Le star. fameux. Non mais, Ouais. on parle que de ça. Et Et toi, toi, tu. t'es pas Ouais. dans le wagon. Mm. Et tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Il manque un truc dans l'équation, là. Mm. Et j'ai passé un été à, à ruminer, à ruminer. On arrive en septembre à Marseille. Je sais que je reviens pour les bonnes raisons. Et là, c'est cool. Petite piqûre de rappel, stage équipe de France de reprise en septembre. Ouais. Grégory pas convié forcément, tu Et vois. ouais, ça, c'est toujours été le Donc truc. tout le monde se barre en Ouais. stage en Corse et moi, Grégory reste tout seul à Marseille faire sa reprise, machin. Nan, nan. Donc et là, j'ai vraiment compris il fallait que je change quelque chose dans ma façon de voir le sport et ma façon de voir la natation et comment je devais me considérer aussi. Ok. Donc j'ai accepté de repartir comme un conquérant plutôt que comme un mec qui avait sa place et qui devait la maintenir. Ok. Donc je suis vraiment parti en me disant, aujourd'hui tu décides de faire du 200, le 100 mètres ça sera ton épreuve secondaire, t'en feras de temps en temps, mais mets-toi sur le 200. Et comme c'est une nouvelle épreuve, t'as tout à découvrir, Ok. t'y vas Tu comme un repars jeune de quoi, zéro. tu vois. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'arrive, championnat de France 2011, donc là j'avais vraiment travaillé avec Thomas, Mm. championnat de France 2011, euh, c'était à Strasbourg. J'arrive et finale du 100 série du 100 mètres, je fais 9e. Ok. Donc là, petite claque, Ouais. tu vois. Finale B. Ouais, pastèque encore, tu vois, je suis pas tout à fait au fond. Hop, je sors de ma finale B. Et là, j'entends le brouhaha marseillais, tu sais, truc que j'avais vécu auparavant parce que j'étais dans toutes les finales, Mm. 100 mètres. Et cette année, j'étais pas. Et donc, brouhaha marseillais, mais toi, t'as sorti, t'as fait ta finale B. Tout le monde, pas tout le monde s'en fout, mais c'est pas important, tu Ouais, vois. clairement, oui. Là, c'est. Et donc, t'es pas dans le truc, quoi, tu Mm. vois. Et je me suis dit, mais là, c'est des émotions que je peux plus me passer, je veux ça. Donc, je vais récupérer, je regarde même pas la finale. Et le 200, bah, je me qualifie avec peine quand même, tu vois, en finale. Je passe cinquième, je crois, ou je fais une 49 quelque chose. Il y avait Yannick à l'époque qui était vraiment au-dessus. Ouais. Après, il y avait Jérémy. Après, Ouais, Jérémy aussi. il y avait Jérémy qui était sur 200, donc il faisait quand même une 48 à l'époque. Enfin, commençait à taper du 200 solide, tout Mm. ça, pour l'époque. Et il y avait Sébastien Rouault qui avait fait le 200 Anecdote de et fou. qui avait nagé une 49 d'ailleurs à ce Ouais. moment-là. Et, euh, et moi, qui étais là, et qui se qualifie, et je fais troisième de la finale. Ok. Et je fais mon meilleur temps, je fais une 49, je sais plus 5, je crois, un truc comme ça. Donc qualifié. Donc je me qualifie au 4x2. Ouais. Donc je re-rentre par la petite porte du 4x2 Mm. qui était qualifié au monde à Shanghai à ce moment-là, mais qui n'avait aucune prétention d'aller De faire une une médaille. finale, et Même une encore, finale. même une finale, Ok. voire une médaille. Ok. On va à Shanghai, les premiers jours, le 4 fois s'en fait deuxième, les dossiers se font 1 et 2, enfin Ouais. grosse dynamique des championnats du monde. Et là, série du 4x2, donc Yannick, Jérém, moi et Sébastien Roux en quatrième. Ok. Et là, je sais pas pourquoi, il s'est passé un truc. Donc pendant toute l'année, tout, une 49 et tout, et j'arrive, je fais une 46, une 47-0 en série, tu vois. Donc je dis, Waouh. waouh, chaud, putain, c'était bon, j'étais content, tu vois, Mm. j'avais bien bossé et tout. Et donc arrive la finale, et donc négociation, on va voir Fab, Gilo, qui Mm. n'était pas du tout nageur de 200.
Enfin, Ouais. il l'a été, mais il n'était plus à ce Ouais, moment-là. parce que je crois qu'il fait champion d'Europe junior au 200. Exactement, exactement. Anecdote que j'ai vue il y a pas très longtemps, et c'est assez fou Et quand il a eu tu le connais. record de France en petit bain aussi à un moment. Ouais. Et donc, on va voir Fab et on lui dit, écoute, tu te sens de faire un 200 là? Ah ouais, les gars, je m'entraîne pas. Ça serait bon de lui poser la question encore maintenant, mais de toute façon, quand tu vois sa tête à l'arrivée. Et là, tu te dis, mais le truc, c'est que, est-ce que tu te sens de faire une 47-8 lancée là, comme ça? Il dit, mais moi, on se dit, vas-y, c'est faisable. Le mec, c'est un bagarreur, il connaît les relais. Il avait un niveau à 48 à ce moment-là au Mm. 100 mètres, tu vois. Ouais. Donc, Plus il a un vraiment, ADN jeune de 200, donc il connaît cet il effort-là. connaît cet effort-là. Il dit, ouais, vas-y, chaud. Et on dit, on veut jouer une médaille. Ah, vas-y, chaud, il y va. Donc, Seb laisse sa place. En plus, ça a arrangé Seb parce qu'il avait le 1500 après et tout. Ouais. Donc, grosse ambiance et tout. Et là, on part. Et on commence à damer le pion au ricain. Mm. Mais genre, Yannick qui touche devant, moi je pars deuxième, je touche avec l'américain. Alors en plus je fais une 46-2, donc je fais encore, Waouh. tu vois, je Ok. prends un step encore, tu Ouais. vois. Donc je fais vraiment entre mon 1,49 et mon 1,46 des 3 mois avant, enfin tu vois, Il y a c'était. un monde d'écart quand même. Et là ça Ouais. m'a fait prendre conscience de ce que j'étais capable de faire Mm. dans l'eau et tout ça. Et là on arrive et Fabien on lui avait dit, mais toi tu partiras dernier, t'es un bon finisseur. Donc déjà la grosse pression. Mais il Mm. s'attendait pas, Fabien, à partir devant en fait. Ouais, je Tu vois, il pense. Ok. s'attendait à Ouais. être en mode chasseur et puis Ouais. faire ce qu'il peut. Mm. Le problème, c'est qu'il part devant, juste devant Ryan Lochte, dernier relayeur, machin, tu vois, qui Ouf. avait gagné le 200 juste Ouais. avant. Bon, gros relais, grosse ambiance. Je vous invite sur YouTube à aller la regarder. C'est une course qui doit être encore sur la chaîne. Elle est vraiment cool. Je, je- je mettrai le lien, je Et, mais, pense. et donc, on voit Fabien qui malheureusement meurt à la fin de la course sur les 25 derniers mètres, mais qui fait un 200 d'anthologie. Il sort. Voilà, on fait vice-champion du monde Mm. derrière les Américains alors qu'on qualifie le relais, même pas sûr d'aller en finale. Bah ouais, Donc, ce que tu me disais, en fait, c'est que vous n'avez même pas d'ambition non, pas du tout. de rentrer en finale. Et à ce moment-là, il nous manquait Amaury Levaux, qui n'était pas sur ces championnats, et Exact. il nous manquait Clément Lefer, qui n'était pas venu parce qu'il était aux États-Unis à ce moment-là. Et ouais. Donc, on avait deux mecs encore en réserve pour se dire l'année d'après aux Jeux Olympiques, on peut jouer un truc. Mm. Et donc voilà, Fabien il sort de l'eau, il sort en position PLS, il dit mais Greg, je vois plus rien, je vois plus rien. Je dis mais non, c'est juste ils ont éteint les lumières de la piscine et tout, tu vois, il était désorienté et tout, mais un super moment de vie. Et là, tu vois, au-delà de la médaille, c'était vraiment un super moment de vie. Et alors, égoïstement, moi, je l'ai pris comme une relance de carrière et Ok. ça m'a redynamisé. Et l'année d'après, ben, j'arrive au championnat de France aux sélections, grosse bagarre, finale du 200, Yannick, Amaury, Clément, moi, et, euh, et on arrive, on fait. Yannick fait une 44, après il y a trois fois une 46-0, 46-2, je crois, enfin je sais plus. Et donc ça se bagarre au centième près pour la deuxième place, enfin, et niveau médaillable olympique et tout, et Ouais. là on part dans une dynamique de dingue, quoi, Mm. tu vois. Donc, Je crois que Jérémy l'avait fait le 200 où il y avait un pas, système non, il sur la l'avait, saison comme pour il que. était champion du monde, il était déjà qualifié au jeu. Ok, ok, Enfin, il était dans un quota, et donc il suffisait qu'il rentre, qu'il soit dans les deux premiers du Sando, je crois, et ça rentrait, mais ok. donc on pouvait le considérer dans les relais aussi. Ouais, Donc ça, il avait fait les séries du matin à Londres. ok. Voilà. Et donc voilà, donc grosse histoire, et c'est comme ça que ma deuxième partie de carrière, avec le travail avec Thomas, m'a permis de me relancer, de me reconsidérer, de nager pour les bonnes raisons, de savoir qu'en fait, je pouvais faire un sport individuel en étant un élément fort d'un relais, que je pouvais avoir ma reconnaissance, moi, personnelle, du travail que je fais, sans forcément gagner des courses, Ok. mais en participant à gagner des médailles. Mm. Et donc, ça m'a apaisé, ça m'a permis de finir ma carrière jusqu'à 32 ans, jusqu'à Rio, tu Ouais. vois, où j'ai fini pas forcément satisfait du résultat, mais apaisé d'avoir clôturé sur des Jeux Olympiques. Ouais, et puis surtout, en fait, tu as quand même fait une carrière assez longue à ce niveau-là. Il y a eu 2 médailles aux Jeux Olympiques, plusieurs médailles aux championnats du monde et aux championnats d'Europe, avec un collectif aussi qui change, qui se Mm. renouvelle. Tu as fait office de passeur de relais pour la nouvelle génération. Pour le coup, ouais. Après, ce qui a toujours été, moi, un peu de ma vision, c'est que ce relais 4x2, il a toujours été un peu le parent pauvre. Alors Mm. qu'il y a eu souvent des bonnes générations, il y a eu une bonne dynamique, mais on a toujours déjà un peu plus vu le 4x100, ça c'est sûr et certain, parce que ça reste l'épreuve de testostérone un peu par Ouais, excellence. c'est vrai. Mais après ce 4x2 là, on a toujours vu qu'il y avait une possibilité, il y avait deux trois personnes et il manquait peut-être un quatrième, et le quatrième il arrivait après qu'une autre personne ait arrêté. Donc il y a eu un peu ce passage qui était un peu compliqué.
Et on le voit encore aujourd'hui, c'est à la recherche encore d'avoir ces 4 personnes qui vont réussir à emmener ce relais. Et il y a une dynamique dans ce relais Mm. que et tu as participé à ça. On en parlait tout à l'heure, c'est que même en 2016, tu pars t'entraîner avec Yannick pour justement le relancer et faire en sorte que ce relais existe Ouais. et qu'il soit compétitif. Et il y avait des possibilités, encore que l'histoire a fait que derrière, il n'y a pas eu ce que ça méritait. Dans l'équipe de France, on avait les moyens euh, euh, humains Mm. d'aller chercher une troisième place, une quatrième place au jeu, je pense. Yannick Jérémy, Ouais, Jordan, ouais, moi, il y avait Loris qui était là, qui ouais, était fort. On avait les moyens humains d'aller chercher une médaille. Maintenant, ça s'est pas passé comme ça. C'est largement digéré, hein. oui. Mais par contre, tu te dis, oui, je suis d'accord avec toi, le 4x2 a peut-être été considéré comme le parent pauvre parce que aussi, on a gagné nos premiers relais avec l'équipe de France avec le 4x100 et que c'est beau un Mm. 4x100 et que ça fait T'as rêver. oublié Clément Mignon aussi, qui avait un Et j'ai ADN oublié Clément. Clément, de 200 excuse-moi très si tu très fort. m'entends, Ouais. je suis désolé. Mais Clément, ouais. Clément, très fort dans le relais Et aussi. même Mehdi qui a commencé un peu à vouloir C'est rentrer vrai. dans le relais enfin rentrer dans l'équipe de Et France par le relais 4x2. du coup, c'est significatif que il y a tellement eu d'individus pardon, dans les relais français que parfois on oublie des noms, Totalement. alors que ces gens-là ont été des pièces maîtresses aussi à la réussite Mm. des relais, quoi. Totalement. Après, c'est des gens qui ont aussi ont bifurqué, qui ont fait le chemin inverse de toi, qui sont plus allés sur les épreuves de 100 mètres et Ouais. vouloir rentrer dans ces 4x100 parce qu'en fait, c'était vraiment l'objectif de la nation, l'objectif de tous les Et oui. nageurs français de rentrer dans ce relais 4x100. Ce qui est dommage parce que quand on cite ces noms-là et qu'on connaît leur temps, on sait que ça peut faire des relais qui sont super Ah, intéressants. mais bien sûr. Et puis, voir des 4x2, moi, ce qui me fait plaisir, par exemple, si on prend les Jeux Olympiques de cet été à Paris, Mm. c'est de voir un relais 4 nages médaille olympique. Ouais. Ça, c'est génial. Mm. Mais en même temps, notre faute à nous, notre génération, c'est d'avoir accentué la réussite française sur le sprint. Mm. Donc, en fait, tu as camouflé toutes les autres épreuves en te disant, tu fais rêver un peu la jeunesse en te disant, si on veut gagner en France, il faut qu'on soit sprinter. Ouais. Donc, en plus, tu as des relais, tu as plus de possibilités d'eux. Je t'aime beaucoup, Joris, mais faire des 1500, ça fait kiffer personne, tu vois. Ouais, mais clairement, et même Et, visuellement regarder, c'est mais mais, compliqué. mais c'est une erreur. Ce que Mm. je te dis, c'est que ça fait kiffer personne visuellement. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, quand on voit l'Olympe, quand on voit une belle épreuve de demi-fond et tout ça, on se rend compte, tiens, c'est marrant, c'est intéressant. Il y a du travail derrière. Il y a de la stratégie de Il y a de la, course, c'est vrai. exactement, il y a de la stratégie. Mais ça, malheureusement, les gens qui ont regardé la natation il y a une dizaine, quinzaine d'années, ils se sont dit, ouais, c'est en sprint qu'on est fort. Allez, on va tous être sprinters. Mm. Mais combien de parents ont mis leurs enfants et ont fait croire à leurs enfants, et des entraîneurs qui ont fait croire à leurs nageurs qu'il était fait pour le sprint parce que l'entraîneur, il rêvait d'accompagner son nageur, tu Totalement. vois, alors que ça se trouve, il avait des qualités pour être nageur de 1500, nageur de 404, nageur de 200 pas. Mm. Et j'imagine que voilà, ça a dû faire rêver, mais comme, comme plein de nageurs, parce que maintenant on est à l'ère du numérique et des réseaux sociaux, des vidéos et tout ça, mais combien de nageurs doivent se dire j'ai la vérité sur comment je dois m'entraîner parce que j'ai vu Florent Manodou faire de l'élastique de survitesse. Et donc là, en fait, tu tombes face à un sujet qui est piquant, c'est-à-dire comment on fait rêver les jeunes dans notre discipline, la natation, avec tout ce qu'elle elle regroupe comme discipline, comme Ouais, épreuve, tu ouais, vois. elle a une richesse folle, Et faut ouais, l'exploiter. Et c'est là aussi où il y a aussi ce parti pris de faire une carrière de nageur pour soi et pas pour un entraîneur qui, lui, a ses propres objectifs. Mais ça encore, c'est un autre débat. mm, Tout à l'heure, tu le disais, c'est depuis 2010, tu as commencé cette préparation mentale qui aujourd'hui te semble forcément dans la continuité de ce que tu as connu en carrière, de faire de la préparation mentale avec des nageurs. Comment ça se passe en fait, cette après-carrière dans la préparation mentale? bah déjà, j'ai dû faire preuve de légitimité Mm. pour dire j'ai eu besoin de ça pendant longtemps et maintenant j'accompagne. Donc ça a été, ça a vite été validé dans ma tête. Ok. Mais je me suis dit, tiens, j'ai commencé à entraîner en 2017-2018 des jeunes à Ok. Bordeaux. Je suis retourné vivre à Talence parce que mes parents y étaient installés à Bordeaux et tout ça. Donc je suis retourné vivre dans la région. J'ai entraîné le petit club de natation où mon père était président et où un des entraîneurs m'avait accompagné pendant longtemps. J'ai eu des jeunes qui avaient entre 11 et 13 ans. Ouais. Et moi, j'ai une culture du partage de ma carrière qui est axée sur l'émotion, sur comment on fait pour savoir aimer l'entraînement. Et je faisais face à une culture sportive, parentale ou club,
qui était axé sur la performance, le résultat, la performance, le résultat. Ouais. Et donc, moi, j'entraînais jamais avec des chronos, en fait. Mm. J'entraînais avec mes yeux, j'entraînais avec mes mots. Et des fois, j'entraînais pas longtemps, mais j'essayais d'entraîner bien. Et je trouve que quand tu as été athlète de haut niveau, tu es bien placé pour donner aux plus jeunes les bonnes petites choses si tu aimes ça. Tu vois, tu fais sortir de formation un jeune entraîneur. Et tu lui mets, et souvent les clubs, l'erreur qu'ils font, c'est de les mettre directement avec les plus jeunes. Ouais. Pour moi, c'est une erreur. Parce qu'ils ils sont déjà, eux, jeunes formés et ils vont former des jeunes. Donc, malgré tout, la passion qu'ils peuvent avoir, ces jeunes entraîneurs, Ils n'ont pas l'expérience pour. ils ont parfois un manque d'expérience Mm. qui va venir avec l'âge et qui va venir avec justement le temps, qui va faire que ça va devenir des bons entraîneurs. Mais ils ont des jeunes entre les mains et ils ont, entre guillemets, la pression de se dire, bah, moi, il faut que je lui donne des bons socles, des bonnes fondations pour qu'après, l'entraîneur en chef récupère. Mais moi, je prendrais, si vraiment, dans un monde idéal, je dirais aux entraîneurs expérimentés, prenez un peu de temps et puis accompagnez les plus jeunes Ouais. parce que votre œil d'expert Mm. fait que vous allez travailler plus rapidement sur une correction, quitte à le partager avec des jeunes entraîneurs. Le problème, c'est qu'on a un égocentrisme des fois, Ouais. l'être humain, qui fait que j'ai un bon nageur. En fait, on veut, tout le monde veut être le meilleur dans son domaine et c'est normal, mais Surtout dans le sport. surtout dans le sport, mais t'as un paquet d'entraîneurs qui veut entraîner du haut niveau parce qu'ils se disent c'est génial ce qu'on peut vivre avec le haut niveau. Totalement. Et ça, je peux pas leur enlever. Mm. Mais parfois, ils ont un recul et une expertise qui serait nécessaire aux tout jeunes, parce que justement, ils ont ce recul et cette expertise. Et qui permettrait de rassurer les jeunes entraîneurs dans leur métier en étant superviseur ou tu vois. Ouais, avoir Mais un binôme un peu exactement, expérimenté, c'est ce qui se exactement, passe des fois aussi avec les coachs assistants qui sont un peu les exactement, nouveaux et qui prennent aussi de l'expérience. Mais après, oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident à mettre en place. exactement. Et ce qui compte, c'est aussi le très haut niveau dans les clubs ou même en équipe de France. Et forcément, après, derrière, c'est là qu'on va mettre les gens qui ont le plus d'expérience Mais oui. et Mais, qui. mais, mais ça, c'est c'est pas une critique, c'est juste un constat Mm, que j'ai. Et je me suis dit, quand moi j'ai entraîné, j'avais plutôt envie d'entraîner des jeunes parce que je me dis que déjà, ça me passionne pas d'être avec un chrono au bord du bassin et de ouais, faire des allers-retours en prenant des temps et des coups de bras. Et en plus, ça me passionne plus, moi, d'être dans l'humain et de dire, ben, les gamins qui sont là, euh, ils font la course à l'échauffement et ça te rappelle toi quand tu étais gamin et tu te mm, dis, essayes de les canaliser et en même temps tu te dis bah non, c'est comme ça qu'ils développent un peu ouais, l'esprit de compète. c'est- Il y a un côté drôle, tu vois. ouais, Et ce côté amusement qui pour moi pourrait se rapprocher de la culture américaine, canadienne surtout. mm, C'est-à-dire on apprend en s'amusant. ouais, Et ben tout de suite il faut le calmer en disant ouais mais bon moi je paye pas. Alors discours d'un parent, hein, je l'ai déjà entendu, c'est pour ça que je le cite. Euh, Moi, je vais pas payer 300 € par an pour que mon enfant il fasse des glissades avec un tapis parce que je leur apprends la position de coulée, quoi, tu vois. ouais. Et sur notre aspect, du coup, là, on parle de l'accompagnement des jeunes, mais tu fais aussi l'accompagnement pour Étoile 92, le club de natation, qui, du coup, là, tu es moins en relation avec les parents, mais plus avec les nageurs. Comment Mm. ça se passe, cette relation avec les nageurs? Toi, étant ancien nageur avec la carrière que tu as eue, avec des nageurs qui ont des fois aussi des carrières qui commencent à devenir, qui commencent à s'étoffer, et des autres qui sont en devenir, quel est ton quotidien avec eux? Alors, on va pas parler de quotidien parce qu'au final, je les ai une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines en visio parce que forcément à Paris, moi à Bordeaux, on bosse comme ça et puis j'essaie de venir sur quelques compètes. Cela étant, ça paraît quand même beaucoup, hein, comparativement à ce qu'on a Oui. pu faire en préparation Ah mentale oui. il y a Ah oui, quelques oui. années. Oui. Enfin, ne serait-ce que déjà avant un préparateur mental il y a quelques temps, c'était déjà, est-ce que tu as un problème psychologique? Exactement. Aujourd'hui, on en est à faire des accompagnements quotidiens, enfin en tout Ouais. cas récurrents, hebdomadaires. Enfin, c'est Mais, déjà un. mais t'as soulevé un point important, c'est avant, il y a 15 ans, tu disais j'ai un préparateur mental, on te dit ah ouais, ça va pas. Mm. Mais c'est pas que ça va pas, c'est juste que c'est comme si tu vas voir un nageur et tu dis ben, j'ai un coach de natation. Ah ouais, tu sais pas nager? Bah ouais, Bah c'est non, mais exactement ça. tu vois, Ouais. et bon, aujourd'hui, le discours a changé, donc avoir quelqu'un tous les 15 jours au téléphone, c'est parfois des appels de courtoisie. Totalement. On est sur un entretien et un maintien du travail. On n'est pas forcément sur du développement de quoi que ce soit. Mm. Et il y a des moments cruciaux dans la saison où il y a des choses à aller chercher.
Mais tout le monde est différent. Donc le travail de préparateur mental, et je l'ai découvert avec les 3 4 années là, depuis que je pratique, euh, ça nécessite une adaptation, un détachement euh, assez fort, parce que surtout quand c'est des nageurs, parce que quand tu as été nageur et que tu accompagnes des nageurs en prépa mentale, tu peux vite tomber dans le donneur de conseils, ce qui n'est pas ton rôle. Ok. Tu te Parce que projettes un peu sur toi, ta carrière, ce que tu as ouais, ouais, vécu. ouais. Alors, ils te le demandent en plus, tu vois. Ouais. Et comme ils te le demandent, alors ça va parce que avec Olivier, l'entraîneur, Mm. on s'entend bien et qu'il y a une transparence, mais ça peut vite devenir contradictoire avec ce que l'entraîneur cherche à faire. Donc moi, c'est à moi de respecter pardon, ma posture et de dire, ben oui, j'ai été nageur, mais ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est dans tes valeurs? Est-ce que tu es heureux ou heureuse de le faire? Moi, je m'arrête là. Ok. Je vais pas donner des conseils techniques. Tu m'en demandes un comme ça, vite fait au bord d'un bassin, je te dis, tu me dis qu'est-ce que tu en penses de ma course? Je vais te dire, aujourd'hui, avant, je pouvais te donner un conseil. Maintenant, je fais vraiment l'effort de dire, ben, je pense que si tu as pris du plaisir à le faire, Ok. c'est cool, quoi. Tu te détaches vraiment de cet Ouais, aspect nageur, ancien nageur qui regarde avec un œil expert de nageur, et exactement. plus dans l'accompagnement mental. Ouais. C'est assez intéressant de pouvoir switcher là-dessus. Ouais, parce que tu vois, là, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner un nageur aux Jeux Olympiques à Paris, Mm. un nageur de Mauritanie, que je connais depuis qu'il est gamin, d'ailleurs, que j'ai entraîné quand il était gamin. Donc la Mauritanie m'a fait ce beau cadeau de l'accompagner aux Jeux et donc d'être accrédité et donc d'être au bord du bassin. Donc c'était une expérience assez dingue de pouvoir avoir cette posture un peu d'entraîneur, Ouais. accompagnant au bord d'un bassin olympique où toi, la dernière fois que tu y étais, tu étais nageur. Enfin, Avec toute la c'était pression que ça englobe, avec. exactement. En plus, j'ai eu l'opportunité de commenter, enfin, sur RTL et tout ça. Mm. Donc, ça m'a donné un autre œil de la performance et je me suis retrouvé pleinement spectateur, admiratif, Ok. supporter. Enfin, j'ai vécu des émotions de fou parce que c'était les Jeux en France voilà, on a vécu des super jeux. Mais au-delà de ça, ça permet aussi vraiment d'endeuiller une partie de ma Mm. carrière. Ça permet de bien me catégoriser aujourd'hui que je ne suis plus nageur, Ouais. mais je travaille pour les gens. En vrai, aujourd'hui, je suis plus au centre, tu vois, du Mm. truc qui est quand le sportif de haut niveau est en activité, tout gravite autour de lui. Totalement. Quand tu ne l'es plus, tu gravites autour des sportifs que tu accompagnes. Et je le vois avec certains sportifs avec qui je travaille, je suis au service d'eux. On n'est plus à mon service, tu vois. Donc Ouais. c'est une posture très Et différente. qui est difficile à accepter. C'est comme si tu passes de star à quelqu'un qui travaille dans un staff. C'est totalement différent. La lumière n'est plus sur Ouais, toi. Tout le monde n'est pas aux petits soins pour toi, etc. Donc c'est vrai que ça peut être un peu différent et même un peu ouais, déroutant au début. Mais je pense que tu as réussi à bien le gérer. Et c'est intéressant de passer du côté un peu plus spectateur que oui, acteur ça me pour. convient mieux. Ouais, Parce que vraiment, moi, je suis anti-notoriété. C'est-à-dire que je suis quelqu'un j'aime bien quand on me reconnaît au bord d'un bassin, quand on me demande une photo et tout, et ça fait toujours plaisir. mm, Et quand un parent te dit, ah, vous pouvez prendre une photo avec ma fille, mais tu sais que c'est le parent qui t'a soutenu et la ouais, fille, elle a 10 ans, elle t'a jamais vu, tu mm, vois. mm, Mais en en vrai, tu te dis, je suis quelqu'un qui n'aime tellement pas la notoriété parce que pour moi, pour vivre heureux, vivons cachés. ouais, je Tu vois ce que tu vois, veux dire. mais c'est dans le sens où protégeons-nous, surtout maintenant, je trouve qu'on a besoin d'être recentré sur nous en étant dans le partage, mais à penser à nous et pas à chercher la lumière Ouais, à tout prix mm, parce que c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Et mm, justement, la prépa mentale, pour moi, elle m'a aidé à comprendre ça et j'essaye d'accompagner les athlètes comme ça en leur faisant comprendre que tu seras plus longtemps pas athlète que athlète. Si tu attends d'un résultat ou de la réussite pour te rendre heureux ou heureuse, tu seras tributaire de choses qui ne dépendent pas que de toi. Par contre, si tu arrives à te rendre heureuse ou heureux seul, tu pourras le faire tout au long de ta vie mm. sans forcément dépendre de quelque chose et ne pas attendre de choses en retour. Et c'est quand même hyper cool de se dire que tu peux vieillir avec sérénité en étant fier de ce que tu as fait et en bombant le torse juste toi avec toi-même et en souriant parce que tu es content d'avoir fait de belles choses et d'être allé au plus loin que tu peux. De toute façon, une fois, je me suis dit, t'as fait 3 jeux, t'as eu 2 médailles, c'est super. Mais dans 50 ans, dans 10 ans, même presque aujourd'hui, Ouais, c'est même plus ça qui intéresse les gens. totalement. Donc finalement, tu t'es déjà oublié, t'es déjà. Donc si toi, c'est pas pour toi que tu l'as fait,
Ouais, si C'est, tu vis par rapport à ces résultats-là, de toute façon, mais c'est bien sûr. éphémère et on va passer à autre chose. Mais après, ça devient une souffrance. Ouais. T'es à la recherche d'une Mm, reconnaissance ultime de ce que tu as pu connaître parce que c'est savoureux de se dire que les gens te reconnaissent, tu vois. totalement. Même si moi, j'ai pas été une star internationale comme des Florent, Florent, ouais. tu vois, comme Léon et tout ça, mais t'es content, ne serait-ce que dans le cosmos de la natation, les gens te reconnaissent, mais j'aime bien quand on me voit pas en fait. Mm. Tu vois, c'est ce côté-là, moi, je suis plutôt tranquille et voilà, donc je suis très content aujourd'hui d'avoir pu, grâce à ces Jeux à Paris, grâce au travail que je fais en prépa mentale, d'être pleinement accompli, d'avoir tourné une page. Et d'ailleurs, ce côté un peu discret que je cultive, que j'ai, je pense en moi et que je cultive, tu le regardes dans les relais, je pense que j'ai jamais su gagner seul parce qu'en fait, je pense que je fuis la lumière. Peut-être parce que j'étais pas capable de gagner seul, attention, hein. Oui, oui, oui. Mais juste T'as pas couru après non plus. j'ai pas couru Non. après, je m'en suis pas fait un besoin vital parce que c'était pas nécessaire pour moi d'être le mec qu'on regarde tous les jours, Mm. c'est être le mec qui a participé à, tu vois. Ok. Donc, euh, donc ça me convient bien. Et si tu avais un dernier conseil à donner aux jeunes, de ton point de vue d'ancien sportif, de ton point de vue de préparateur mental, tu leur dirais quoi à ces jeunes sportifs qui aujourd'hui veulent une carrière à la Léon Marchand? Rêver, c'est donner à tout le monde. Ouais, Définir un objectif autour d'un rêve et croire en soi, c'est aussi à la portée de tout le monde. Faut juste arrêter de se comparer tout le temps aux autres. La compétition, c'est une comparaison, tu me diras, mais arrêter de se comparer et anticiper le fait qu'on soit jamais assez bon, parce que sinon on n'arrivera jamais au bout. Donc moi, la jeunesse d'aujourd'hui, je leur dirais, posez votre portable 2 secondes, mhm. faites des actions, faites des choses, arrêtez de voir ce que vous voudriez, faites ce que vous voulez. Voilà. Être acteur et Exactement. être heureux. C'est comme ça. En fait, on apprend. Je pense que on grandit et on s'épanouit en créant. En faisant et en Voilà, s'entrompant, exactement. Même si on se trompe, hein. Ouais, ouais, Enfin, bien sûr. c'est l'échec, Je pense que c'est le plus grand des apprentissages, l'échec, se tromper, c'est sûr. refaire mieux et Exactement. arriver après à un degré de réussite ou de perfection qui nous satisfait et c'est comme ça qu'on Il réussit faut se après. lancer. Sans action, Mm, ton rêve, ça reste une pensée et personne t'en voudra d'avoir échoué. D'ailleurs, personne t'en voudra de rien dans la vie. clairement, Et j'entends souvent cette phrase, mais je la dis, mais t'es souvent critiqué et jugé par les gens qui font moins de toi ou Mm, qui sont envieux de toi. totalement. Donc, est-ce que c'est si important que ça? Voilà. Mais en tout cas, merci Greg Ben, pour merci à cette toi. interview. On aura Sympa de aussi, se retrouver autour d'un micro ben ouais, après nos années de partage d'équipe de France. ben ouais, clairement, hein. Et on a aussi ce sujet qui arrive sur la gestion du mental des sportifs de haut niveau qui sortira avant cette interview. Et on va pouvoir parler encore plus sur l'aspect mental. Ok. Donc merci de m'avoir accordé cette première interview, cette première discussion. Ben, très, très flatté d'être l'un des premiers et c'est super de se retrouver comme ça aussi Mm. des années après. euh, Te voir au micro, faire des choses saines avec des sujets sains. On a besoin de ça aujourd'hui, je pense. Ouais, je pense qu'on avance et puis comme tu as dit, hein, ben, je suis passé à l'action. Donc c'est C'est comme bien, ça. On va c'est peut-être se top. tromper, mais on va aussi réaliser des choses. Bien sûr. Donc merci Greg, et puis on se dit à bientôt pour potentiellement une nouvelle discussion, un nouveau sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Sport Talk et à bientôt.